Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être avec nous en cette deuxième journée du Salon du livre de l'Outaouais, version 2022, version en ligne bien sûr. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel, j'ai le plaisir de vous convier à cette rencontre. Au cours des 30 prochaines minutes, je vais m'entretenir avec Edem Awoumé qui vient de faire paraître Noces de coton chez Boréal. Il est avec nous. Bonjour Edem. Mais bonjour Hugues. Merci beaucoup d'être là. Donc, comme je disais, on a 30 minutes ensemble. J'ai quelques questions, mais vous qui nous écoutez aujourd'hui via la magie de l'Internet, mesdames, messieurs, vous pourrez aussi participer à l'entretien. Alors, c'est simple, que vous soyez avec nous via Facebook ou via YouTube, par exemple, parce que c'est diffusé en temps réel, bien sûr, sur la chaîne YouTube du Salon du Livre. Vous pouvez y aller de vos questions, de vos commentaires, et il se peut que certaines de ces questions me soient relayées. Je vais consacrer les 5-10 dernières minutes de l'entrevue justement à ces questions, si jamais vous en avez. Puis sinon, croyez-moi que j'en ai assez, je pense, pour cet entretien avec Edem que je rencontre pas pour la première fois. Hein. On se rencontre comme ça tous les 2-3 ans, selon les différentes parutions. Alors, on va parler de Noces de coton, qui est la parution non seulement la plus récente, mais elle est très, très, très récente. Il y a un court prologue. Et puis là, l'action commence. On est vraiment en plein cœur de l'action dès que ça commence. On est en pleine prise d'otage. Prise d'otage fomentée par Toby Kunta. Qui est-il? Toby Kunta, c'était un planteur de coton, un ancien planteur ruiné parce qu'il a tenté l'aventure du coton transgénique, ça n'a pas fonctionné, donc le rêve s'est transformé en cauchemar. Et Toby donc va se retrouver à prendre en otage dans un musée un journaliste berlinois. Donc voilà, c'était un planteur en colère. Il se retrouve dans ce musée à prendre ce bonhomme en otage parce que, eh bien, c'est un événement. Il s'agit d'une exposition qui devait célébrer donc ça veut dire le succès donc de l'agriculture transgénique dans ce pays-là, qui n'est jamais nommé. Donc Toby, très en colère, va essayer de faire quoi, un coup d'éclat pour qu'on l'entende. Peut-être d'un certain point de vue, mais pas du point de vue de tout le monde, incluant justement les planteurs de coton. C'est là où le bas blesse. Bah oui, certainement, c'est-à-dire un succès. Alors on parle du succès de l'aventure transgénique ou du succès peut-être que j'ai raté quelque chose peut-être dans Ben, ta question. Mhm. je vais dire, c'est que bon, et comme vous disiez, c'était justement, on célèbre le succès à ce musée-là par cette Ah exposition, mais le succès, bah bien oui, sûr, du côté de Toby, puis il n'est pas le seul non plus. Cette aventure-là n'a pas été justement couronnée de succès, mais pour ceux qui détiennent les cordons de la bourse, pour les actionnaires de bien ces sûr. différentes multinationales, bah oui, c'est un succès, mais au détriment de plusieurs. Bah oui, définitivement. Pour Toby, il s'agit plutôt d'un immense canular, c'est-à-dire que c'est plutôt une grosse farce pour se moquer des paysans. C'est-à-dire qu'il le dit très bien. L'intitulé de l'expo, c'est la danse des paysans. Et Toby dit très clairement, dans nos champs, il n'y a plus personne qui danse. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà dans deux visions de la chose. Hein. Huis clos tout au Ouais. long justement des 50 chapitres plus ou moins. Et c'est intéressant parce que les chapitres, en fait, ils sont numérotés, mais ils sont numérotés en ordre décroissant. C'est comme une espèce de compte à rebours. C'est venu d'où cette idée? Alors, de temps en temps, je m'amuse à tordre le cou à la temporalité. Non, c'est-à-dire que je repense souvent à certaines lectures. Le monde s'effondre, ça c'est Chinua Achebe. Les choses sont en train de s'effondrer autour de Toby et du narrateur Will Robinson. Donc, c'est pour simplement marquer ce temps, ces choses qui déclinent. On est dans un compte à rebours, en fait. Voilà, et puis on va arriver quelque part à un moment où ça va peut-être exploser. Donc on est vraiment dans ce compte à rebours. C'est simplement pour ça, pour marquer aussi oui, la fragilité de ce temps-là aussi qui est totalement insaisissable. On est dans un huis clos, mais Toby finalement ne maîtrise pas grand-chose par rapport à ce temps et à cet espace aussi. Mm. Puis pourquoi la structure d'un huis clos, justement, Edem Awoumé? C'est le premier roman, je pense, que vous écrivez, enfin, du moins de ceux que j'ai lus, qui est justement cette structure-là, où il y a une certaine unité, dans le fond. Et les trois unités sont pas exactement respectées dans la mesure où il y a des retours en arrière, des flashbacks, mais il y a quand même Mhm. cette unité de lieu parce que, bon, essentiellement, l'action se déroule en un temps, en un lieu. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai lu Sartre. Non, c'est pas ça. Ça n'a aucun rapport avec Sartre. Non, mais c'est parce qu'il me fallait créer un espace de tension. C'est-à-dire que
un lieu un face à face. Et le huis clos me paraissait être, j'allais dire, vraiment peut-être la chose à faire, c'est-à-dire que les deux devaient être là, s'affronter, se découvrir et quelque part se retrouver, parce qu'on est quand même au tout début en présence de personnalités assez divergentes, peut-être de visions du monde, peut-être de caractères assez tranchés. Donc un Toby assez fiévreux, assez voilà, et le narrateur qui est plutôt un peu plus réservé, au moins au début. Donc le huis clos, et ça aussi c'est pour traduire un certain enfermement. Cette aventure, encore une fois, du coton transgénique a été pour Toby et ses compères en fait un enfer. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne sort pas finalement. C'est le piège en fait. Donc ils ont été piégés. Et je voulais quelque part qu'on retrouve ce piège c'est-à-dire dans l'organisation de l'imaginaire. Moins avec mon vocable, mais est-ce que c'est une espèce d'esclavagisme moderne, justement, pour ces planteurs de coton? Ah bah oui, c'est-à-dire que dans ce roman, l'esclavage, il est à la fois historique, mais il est aussi malheureusement très contemporain. Donc, encore une fois, malheureusement, alors bien des siècles après l'abolition de l'esclavage, cela perdure sous d'autres formes, évidemment. Donc, c'est pour ça que bien on est un peu dans ce chasse-croisé entre ce présent, entre cette violence historique et une violence qui est malheureusement très contemporaine. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre, comprendre eh bien, l'action de Toby, la question du coton, sans un retour constant à l'esclavage, à la violence. Ouais. Qui est venu en premier, je suis curieux, la structure ou le thème? Le thème, je sais pas. Alors, là, on dit probablement le thème. Je sais jamais répondre à cette question-là. Je pense que il y a longtemps, j'étais au Togo, je suis partie rendre visite à mon grand-père, un de mes grands-pères qui ne vit plus aujourd'hui. On m'a dit, il est dans ses champs, donc j'ai essayé j'ai repris le chemin. Donc je pense que c'est un bouquin que j'ai également écrit en pensant à mes grands-parents qui, pour une bonne partie de leur vie, ont cultivé la terre. Donc il y avait ça aussi. Donc mais j'ai repensé à mes vacances. Vous voyez, petit, adolescent, je passais mes vacances dans les champs chez mes grands-parents, dans le plateau au Togo. Hein, ils avaient des plantations, il y avait pas de coton, non, café et cacao plutôt. Donc, je voulais un peu un retour à ce passé, mais il se trouve aussi que il y a une actualité violente, brutale. Donc, je pense aux paysans qui ont été ruinés par le coton transgénique au Burkina Faso. Je pense à ceux du côté de l'Inde qui se sont suicidés. Donc, il y a souvent une actualité eh bien, qui vient bousculer, j'allais dire, le souvenir. Voilà. Donc, un peu, tout ça est né un peu entre l'actualité et le souvenir. Et voilà. Chose de personnel quand même pour vous. Vous avez parlé de votre grand-père, justement, le livre est dédié à vos grands-parents. Je lis là, à mes grands-parents, aux miens de toutes les rives, justement. Ouais. Pour Ah leur rendre oui, c'est hommage ça. aussi, en quelque sorte. Bah oui, pour leur rendre hommage, c'est tout ce que je peux faire. C'est-à-dire que c'est aussi pour dire, en partie, mon impuissance. C'est-à-dire que c'est que des mots, mais des mots pour dire que que je n'oublie pas, qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire que enfant, j'ai peut-être vécu ce qu'on peut nommer un âge d'or avec ces gens-là, et donc aujourd'hui les temps sont autres, les temps sont compliqués. Donc c'est aussi une tentative de créer une connexion entre ce passé que je sais, là je l'entends bien, donc j'assume qu'on peut, pour une bonne part, comment on le dit, qu'on peut lire un peu à l'aune de... c'était un passé, comment on le dit, j'en perds un peu mon latin, donc un passé, oui, un passé un peu magnifié, hein, mais donc c'était un peu le regard de l'enfant, c'était un peu comme ça une fusion, la rencontre brutale du regard de l'enfant que j'ai été et de celui de l'adulte qui découvre que, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. En effet, vous pensez qu'il
il y a encore fort à faire à ce chapitre-là, j'imagine, hein? Bah oui, je Dans la pense qu'il mesure y a encore. Ouais. oui. Mmh. Est-ce que vous Bah oui. comprenez Toby Kunta, votre personnage? Vous comprenez ses motivations, même s'il veut faire quelque chose d'absolument innommable? Mais je ne sais pas si j'ai les clés, si je peux comprendre Toby. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans la peau de Toby. Je suis peut-être dans la peau de celui qui, plus dans la peau de celui qui raconte. L'otage. Oui, Robinson. Donc, Robinson, il dit, tu es un être solitaire, tu restes Robinson Crusoe sur ton île. Et je sais pas, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans les champs il y a très longtemps, mais de façon épisodique. C'est-à-dire, et le personnage le dit, j'ai jamais eu dans le ventre cette peur, ce vide, ce stress, quand les choses ne vont pas bien dans les champs. Et ça, et c'est une violence que bien des planteurs vivent au quotidien. Et peut-être que j'aurais mieux compris, Toby, si j'avais pu vivre moi aussi, j'allais dire, cette peur du lendemain, cette fragilité, d'où le titre d'ailleurs, c'est dire se sentir totalement seul, démuni, c'est-à-dire que Toby a vécu cela. Alors, et c'est pour ça que ce n'est qu'à la fin du roman que, eh bien, peut-être les deux vont se retrouver quelque part, que, eh bien, la distance va se retrouver, c'est-à-dire assez mince entre ces deux-là. Donc, oui, pour comprendre Toby, il faut avoir vécu peut-être dans la peau de Toby, il faut avoir, mais voilà. Fini par le comprendre, du moins, ou en partie, je dirais. Oui, je pense qu'il finit par le comprendre parce que ils ont passé des heures à se chamailler, alors quelque part, hein, je veux dire, c'est une joute, c'est une tension, et je crois que c'est le truc aussi. Après la tension vient possiblement, eh bien, une certaine, je vais parler d'entente, mais on se retrouve quelque part, c'est-à-dire qu'on est parti d'un lieu de conflit pour se retrouver peut-être plus tard dans un lieu qui permet quelque part de se comprendre, de s'entendre, et pour dire que est-ce que finalement tout ceci n'est pas une tentative de créer un pont entre Toby et Will Robinson. C'est-à-dire que le personnage le dit, c'est Robinson qui le dit dans un chapitre, il dit, pour moi, il n'y a pas de pont entre les paillettes, les célébrations dans les grands salons de l'Occident et la fange et les bas-fonds du monde, hein, où crèvent les miteux. Donc je crois que c'est cela aussi, donc l'écriture, être dans cette tentative-là de créer un lien, et ça peut être assez osé, assez prétentieux comme entreprise, mais finalement quelque part sans tirer les choses par les cheveux, les deux arrivent à se comprendre. Tensions qui sont maintenues tout au long du roman. En tant qu'écrivain, est-ce que ça a été la partie la plus difficile de maintenir cette tension-là? Ben oui, je pense que j'avais aussi, oui, absolument. J'ai été un grand lecteur de romans policiers, un grand lecteur de thrillers, hein. Moi, j'ai beaucoup lu de thrillers bah oui, ça a été oui, un petit défi au début. Ça, je me dis, ah bah, il faut, sans nécessairement avoir pour objectif d'écrire, en anglais, ils disent quoi, un page turner, hein. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait une fièvre. Donc, c'est-à-dire, mon but, c'était vraiment de pousser le personnage au maximum. C'est-à-dire que pour le cerner. Et voilà, il me semblait que, eh bien, que c'est au travers de cette tension-là qu'on pouvait vraiment toucher à quelque chose qui rendrait compte de la personnalité, de la colère, mais aussi de l'espoir d'un Toby Kunta, par exemple. C'est-à-dire que au premier degré, on lit une colère, évidemment, Mhm. mais on part de cette colère et il y a cette tension qui finalement nous permet d'arriver à quelque chose un peu qui peut fonctionner comme un espoir, parce que Toby y croit quand même. Donc la tension, parce que, c'est-à-dire que il me fallait secouer donc, et le décor et le personnage pour qu'il se vide. Voilà, donc pour qu'il puisse lâcher, c'est-à-dire toute la merde, hein, qu'il avait en lui finalement.
C'est un personnage qui, donc, je présume, à la lumière de ce que vous dites, vous a habité un certain temps. Vous avez consacré combien de temps à écrire Noces de coton? Oh, j'ai dû écrire, je pense que je note toujours à la fin de mes romans les lieux hein, et les dates où ça a été écrit. Hein. J'ai commencé, oui, Mais, j'étais allée voir non, ma grande sœur qui vit dans le Kansas. ah, J'étais allée là, oui, j'étais allée la voir et puis ils travaillent beaucoup. Ces Américains, ils travaillent beaucoup. Et donc le matin, elle se réveillait et puis elle partait au boulot. Donc j'avais du temps en journée avant qu'elle ne revienne le soir. Hein. J'avais du temps en journée et j'avais ce projet de roman et donc j'ai écrit la première version de Noces de coton en un mois. Moi, je dis un mois, là, c'est un mois, c'est comme ça, hein, c'est un mois, c'est un mois de folie, c'est un mois, je me suis enfermée, oui, un mois. un mois Et au c'est ça, Kansas, c'est ça? bah oui, c'est ça. Ça, je suis restée un mois là et donc j'ai écrit de façon assez compulsive. Hein. J'ai écrit parce il me fallait sortir cela de façon très brutale, Hmm. sans gants, comme cela. Mais après, comme d'habitude, hein, j'ai laissé reposer le manuscrit. Je pense une année, j'ai laissé, j'ai pas touché à ce texte-là. Je suis revenue là-dedans. Ah oui. Je l'ai repris, oui. Je l'ai repris, j'ai repris une année. Ok, oui, ça va. Donc, ça donne une distance, hein, le temps. Donc, le temps est un autre écrivain. Vous voyez, donc, le temps est écrivain, le temps, sans nécessairement, j'allais dire, sans nécessairement tourner le dos au projet de départ. Il me fallait Mhm. garder une fraîcheur. C'est toujours un équilibre à trouver. On revient pour revoir des choses, de petites choses, etc. Mais il me fallait eh bien que conserver le Toby brut que j'ai pu saisir dès le départ sur la page blanche. Donc, puis un mois pour la première version, j'étais épuisée, croyez-moi à la fin. Ouais, j'imagine, oui. Oui, et après ça, je me suis reposée. Et voilà, donc de fil en aiguille, une deuxième, troisième version, et puis on a Noces de coton. Ouais. C'est un petit peu le livre qui vous a tenu en otage au début. Je disais que un huis clos, c'était un petit peu différent de vos autres romans antécédents. Mhm. Ce qui revient, par contre, dans plusieurs de vos romans, c'est l'importance des œuvres picturales, la photographie, ici aussi, bien sûr, l'œuvre de Bruegel, la danse des paysans, dont l'exposition éponyme là, est présentée là, dans le roman. Qu'est-ce qui est venu vous chercher dans cette œuvre-là et pourquoi en avoir tant parlé, justement? Pourquoi c'est au cœur de tout ce qui se passe et des considérations de Toby et de Robinson? Oui, merci. Alors, dans un roman précédent, je sais pas, Explication de la nuit, je pensais à cette phrase de Samuel Beckett. Et lorsqu'on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à rigoler. Parce que vous n'avez plus rien à faire, là, il faut rigoler. Ça, c'est l'écrivain qui le dit. Donc, l'écrivain a les mots. On le lit, on sait. C'est très clair. Il le dit aussi brutalement. Mais devant une peinture, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est quoi le discours? Euh, c'est le mystère de ce tableau, la danse des paysans. Et j'ai regardé sur tous les plans. Donc, cette œuvre-là, je me dis, mais pourquoi ces gens festoient? C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie cela? C'est-à-dire que leur vie ne doit pas être facile. C'est des gens qui doivent bosser dur. Et pourtant, ils festoient, ils boivent, c'est-à-dire, hein, ils se touchent, etc., etc. Je dis, mais waouh, c'est quoi cela? Et je dis, qu'est-ce qu'ils célèbrent? Et j'ai voulu, c'est ce mystère-là qui m'a de prime abord interpellé. Pourquoi ces gens-là rigolent? Est-ce qu'il y a des raisons? Et ça a rejoint une certaine actualité. Moi, j'ai côtoyé les gamins de rue de paysans pendant mes vacances. Dieu sait que leur vie n'était pas facile, mais Dieu sait qu'ils étaient positifs. Hein. C'est des gens qui avaient une vie très simple, qui savaient se contenter de ce qu'ils avaient. Vous voyez, il y avait une joie quand même. Il y avait une joie, même si des fois les récoltes étaient mauvaises, ces gens-là. Il dit, ce tableau m'a renvoyé quelque part aussi à cette enfance, à ces gens très simples que j'ai côtoyés, hein, et qui savaient se contenter de peu de choses. Vous voyez, hein, donc dans le tableau d'un peintre flamand, j'ai retrouvé une part de mon enfance. Et il y a eu comme un déclic. J'ai dit oui, quelque part, donc je comprends. Et je le disais dans une entrevue, et je ne sais plus qui disait ça, hein, le métier, est-ce que notre premier métier n'est-il pas de vivre?
Quand on voit le tableau de Bruegel, c'est des paysans, ce sont des gens mais au-delà de ça, ah, ils vivent. Donc c'est un tableau, eh bien, où on voit des gens qui essaient simplement de vivre et pas de survivre. Vous voyez, Effectivement, hein? oui. Ils C'est-à-dire que survivent dans le une, jour en travaillant, mais ils vivent effectivement quand ils peuvent. C'est intéressant exactement. au moins de faire ça de façon virtuelle. S'il y a une bonne chose, quelque chose malheur est bon, c'est que là, tout le monde est en train de faire une recherche Google sur la danse des paysans de Bruxelles, je suis certain. Euh, je voulais vous demander aussi, un autre aspect qui est récurrent, c'est une certaine référence qui revient des fois aux philosophes existentialistes. Dans Mina parmi les ombres, par exemple, il y avait ces mouches, hein, les mouches de Sartre. On a fait, bon, vous avez fait allusion au huis clos de Sartre un petit peu plus tôt. Moi, cette fois-ci, c'était plutôt des références au soleil qui m'ont fait penser à l'étranger de Camus. C'est pas anecdotique, là, c'est pas arrivé là par hasard. Ah non, 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 j'ai souvent parlé de ce soleil des tropiques, ce soleil usé, ce soleil moche, ce soleil qui tue, ce soleil et voilà, ce soleil sous lequel on réprime de malheureux protestataires, hein, parce que dans une première version de ce livre-là, des manifestants étaient venus soutenir Toby. On n'est pas au centre-ville d'Ottawa, hein, ce n'est pas le même combat, c'est totalement différent, mais donc, et donc oui, c'est-à-dire que oui, bah oui, parce que c'est simplement il y a quelque chose qui se construit hein, au fil des chapitres. C'est vrai que je sais plus qui disait, je pense que c'est Sartre, on est en route. Donc Toby se construit. Et dans ce huis clos aussi, Toby et Robinson, le narrateur, vont essayer de se reconstruire autrement. Vous voyez, donc et voilà. Donc on est dans une reconstruction permanente dans ce huis clos, c'est-à-dire que dans ce face-à-face, c'est-à-dire que la rencontre avec l'autre, c'est cela. De cette rencontre-là va possiblement naître quelque chose. Donc oui, c'est-à-dire que il y a une existence, mais quelque chose qu'on peut lire c'est plutôt de la survie. Vous voyez, c'est plutôt dans le tableau, dans cet univers donc d'huile, de gouache et de fusain qu'on retrouve peut-être des gens qui vivent. Mais dans la réalité, ces gens-là, ils vivotent finalement. Oui. Donc, oui, donc c'est pour ça il y a peut-être ce retour, ce rapport à, bon, si on peut appeler ça de la philosophie, ce soleil Ça qui fait penser à filme. Meursault, ça fait penser Et à voilà. l'étranger, c'est sûr. Ah bah oui, Meursault qui dit, bah oui, là, je me redis, il dit, je l'ai tué à cause du soleil. Et là, Toby pourrait dire, écoutez, là maintenant, on a un double, j'allais dire, un double, un double actant qui écrase. On a le soleil, mais on a le coton. Toby aurait pu dire, eh bien, si Toby, il ne faut pas divulgacher, donc si Non, Toby, c'est ça. alors, c'est-à-dire que ces paysans auraient pu dire, eh bien, j'ai crevé à cause Ouais. du coton. Mais Et finalement, il jusque se dans le révolte. roman, ah oui, bah oui, Oui. il se révolte. Et donc, ce soleil, là, il est omniprésent. Et on le retrouve aussi je parle de tableau, dans un tableau de Thomas Hart Benton, I think, de Cotton Pickers, je pense, où on voit donc ces métayers noirs travailler dans le champ de coton quelque part aux États-Unis. J'ai pu imaginer le soleil au-dessus de leur tête. Et Ouais. voilà. Et parce que dans ce tableau, je pense qu'il y a quelqu'un qui sert à boire à un autre cueilleur de coton. C'est parce que s'il lui sert à boire, c'est parce qu'il y a au-dessus ce disque rond, jaune et méchant qui brûle. Tête, ouais. Il tue à petit feu, en fait, littéralement. Je rappelle, il reste 5 minutes, mesdames, messieurs. Si vous voulez poser des questions, allez-y, c'est le moment. Alors, je parlais de révolte. Je voulais vous demander, vous, votre révolte, Edem, c'est par l'écriture que vous la menez? Oh, c'est un bien grand mot. Oui, c'est pas si ma révolte, je ne sais pas, par l'écriture, je sais pas. Je ne sais pas si c'est Il y je a quand sais même une pas. espèce de mise en demeure des Monsanto et autres, là, pour ne pas les nommer, justement. J'essaie de résister. Je pense que une révolte, non, j'essaie de poser quelques questions. J'essaie de montrer une fureur, un désespoir, quitte à ce que cela suscite, je crois, des réactions chez l'autre, etc. Donc, bah oui, résister par les mots, pourquoi pas. J'ai un ami qui m'a envoyé un bouquin la dernière fois. C'est un écrivain
un écrivain, Samy Tchak, qui me signe son dernier livre, qui s'intitule donc Le continent du tout et du presque rien. Et il met une dédicace, écoute, Edem, pour toi, encore des mots. Les mots, c'est tout ce que nous pouvons nous permettre. C'est ce qui me crie. Mais voilà, donc, alors oui, j'essaie d'en faire ce que je peux, hein, dans les mots. La révolte, ouais, si ça, pourquoi pas, oui, c'est de ramener au présent ces mots, ces choses-là qu'on croit oublier, ces choses dont on ne parle pas beaucoup. Vous voyez, donc je suis parce que ça, on le sait, hein, on connaît le quotidien de ces enfants qui crèvent dans les filatures de coton quelque Oui. part en Asie. On sait comment ces gens-là ont été vraiment, je veux dire, ont été traités comme j'allais dire, comme des serfs, hein, dans les champs de coton du Burkina Faso. Et alors, révolte, non, c'est de rappeler que, attention, ça existe, que ça ne tourne pas rond. Voilà. Donc, une façon peut-être de résister à. Voilà. Écriture, vous avez dit, je vous cite, écrire, c'est sans doute une façon de régler mes comptes avec moi-même, de me sentir moins coupable. Est-ce que vous vous Ouais. absolvez une publication à la fois? Oh, non, je pense pas, non, 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 je sais pas, oui, peut-être que après noce de coton, si je me sens mieux, si je dors mieux après noce de coton, c'est la bonne question, hein. Et ah, ben, je sais pas, non, à chaque fois, je tente quelque chose. Est-ce que je me sens mieux le lendemain? Le lendemain, peut-être pas. Et c'est la raison pour laquelle je me remets à écrire un autre livre, en espérant que celui-là, finalement, va m'aider à me sentir, à me sentir mieux. Mais donc je pense que mais on retrouve une certaine paix quand même quand on est dans un projet d'écriture. On se dit que quand même, que tout ça n'est peut-être pas vain, hein, et que, eh bien, il y a peut-être un espoir. Vous voyez, voilà. Ouais, ouais. Je sais pas. Mais oui, je pense que quand j'écris, je dors très mal, évidemment. Mais une fois que c'est fait, ah bah oui, oh oui, quand j'écris, je dors très mal. Alors, une fois que c'est fait, c'est pas si différent. Mais je pense que oui, chaque livre peut-être me rapproche de quelque chose, c'est-à-dire me rapproche de l'enfant que j'ai été. Voilà, me Hmm. rapproche de l'espoir. Parce que l'espoir est une lutte finalement. Donc, vous voyez, on est dans un moment très, très compliqué. Mhm. Toby a de l'espoir quand même pour venir à votre personnage. Toby, il y a de l'espoir. Bon, il fait aussi une demande de 200 millions de francs, je pense, c'est ça. Oui, oui. Mais, mais il y a énormément d'espoir aussi en même temps. Il veut que les choses s'améliorent, non? Parce que l'espoir, c'est une lutte. L'espoir, c'est un engagement, justement. Et c'est Mhm. peut-être ça, finalement. Alors, je me sens peut-être pas mieux après avoir écrit un roman, mais je me dis aussi que quelque part, c'est peut-être une toute petite pierre. C'est-à-dire dire que l'espoir, c'est une solidarité. Pour cela, il faut pouvoir tracer des liens. Chaque livre va peut-être tenter de créer un lien. L'espoir est un combat. Et Toby et Robinson vont lutter justement pour y croire. Bah oui. Donc, l'espoir, c'est un engagement, hein. C'est ce qu'on lit quand je repense à l'espoir, ce grand livre de Malraux. L'espoir, c'est un engagement. L'espoir, c'est se mettre ensemble pour lutter. Et voilà, pour lutter. Et peut-être aussi mon espoir, c'est-à-dire que ce modeste ouvrage soulève des questions, hein. Si ça peut provoquer de petits débats entre, entre gens, entre ceux qui y croient, je pense que peut-être qu'on peut peut-être arriver à quelque chose, je pense, oui. Pour votre espoir, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler à un autre manuscrit? Ah bah oui, Est-ce que vous je dormez suis bien bien. ces jours-ci? En fait, je devrais vous demander en terminant. Oh, ça va, oui, ça va. Oui, l'hiver, ça va. Quand il fait plus chaud, oui, c'est autre chose, mais oui. Bah oui, parce que oui, chaque livre, oui, je pense, oui, je suis toujours, ouais, j'écris quasiment tout le temps, hein, c'est pas, oui, je ne publie pas tout ce que j'écris, hein, donc j'écris, Mhm. ouais, j'écris dans autre chose, un autre délire, une autre,
une autre folie, parce que dans l'espoir qu'un jour, je pourrais me dire que oui, voilà, ça c'est. Oui, donc tu as dit, peut-être que c'est ça, c'est ce que tu as tenté d'écrire depuis le début. Peut-être à chaque fois, on se dit, ok, j'ai saisi un petit bout de ce que j'ai voulu faire au début. Voilà. Ben, on nous souhaite que vous continuiez à écrire, que vous continuiez à nous donner de l'espoir, mais je vous souhaite aussi quand même de bien dormir, même quand vous écrivez. Edem Awoumé, Merci, merci merci. beaucoup. Bon salon du livre. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Alors, je vous rappelle que Noces de coton d'Edem Awoumé est publié aux éditions Boréal. C'est déjà, bien sûr, disponible. Et puis, vous êtes avec nous au Salon du Livre. Je vous invite à rester des nôtres dans 15 minutes. La prochaine animation, c'est une conversation entre Franz Voltaire et Sarah Martinez. C'est animé par Henri Saint-Fleur. Et personnellement, moi, je vous convie demain à cet entretien que j'aurai avec le président d'honneur du Salon du Livre, Blaise Ndala. Nous allons parler de son plus récent roman, Dans le ventre du Congo. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine.